La gentillesse peut, pour moi, être un plus. Voilà. Je vois plus comme une qualité qu'un défaut. Ça permet de faire avancer les choses. Bienvenue dans Yaka, le podcast qui te fait oser. Un podcast proposé par Abeille Assurance. Je peux pas le faire. J'ose pas. Ouais, putain. Ah, je vais pas y arriver. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Non, plus tard. Plus tard. Ah, Yaka Faucon. Yaka. 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 Yaka ? M'engager comme bénévole au sein d'une grande entreprise, je l'ai fait. 13 millions. C'est le nombre de bénévoles en 2023 en France, soit près d'un quart des Français de 16 ans et plus, selon l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. En 2021, 52% sont des femmes et 48% sont des hommes. Alors si ces quelques chiffres esquissent un premier portrait de ce que représente le bénévolat en France, il est intéressant de revenir également sur les premières heures de ce qu'on appelle depuis 1971 la liberté d'association. Sous l'Ancien Régime, la liberté d'association n'existait pas en tant que liberté publique. Au XVIIIe siècle, il y a eu les confréries, les corporations, et les salons littéraires et politiques sont apparus sous le siècle des Lumières. La Révolution française a vu naître des clubs politiques, comme les Jacobins, et les premières révoltes ouvrières ont donné naissance aux coopératives et syndicats. Cette notion de liberté d'association n'a eu de cesse d'évoluer à travers l'histoire. Bien sûr, aujourd'hui, le bénévolat a la forme qu'on lui connaît, c'est-à-dire un engagement libre, non rémunéré, à l'inverse du volontariat, je le précise, et qui à 22% concerne la culture. Le bénévolat a connu un fort essor au moment de la pandémie. D'ailleurs, la plateforme jeveuxaider.gouv.fr, créée en une semaine seulement, en mars 2020, a enregistré 200 000 personnes en quelques jours. Aujourd'hui, le profil du bénévole a changé depuis la pandémie. Il y a un enjeu de renouvellement générationnel, tant au niveau du bénévole qu'au niveau des instances dirigeantes. Et puis, le bénévole est celui qui a du temps ou de l'argent, dit-on, voire les deux. Et pourtant, le bénévolat, c'est pour tout le monde, y compris les jeunes défavorisés, comme le soulignait Thibaut de Saint-Paul, alors directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative en 2023. Mais pourquoi ? Eh bien, leur engagement dans une association leur permet d'acquérir des compétences en dehors de l'école qui vont les aider pour leur vie professionnelle. Et c'est ce fil bénévolat et entreprise qu'on va tirer ensemble avec Jean-Philippe dans ce 6e épisode de Yaka. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Alicia. Bénévolat et entreprise, est-ce que c'est pas un peu antinomique ? Pas du tout. Je pense que c'est complètement complémentaire. Le bénévolat n'empêche pas de faire avancer l'entreprise et l'entreprise a besoin aussi justement je pense, de bénévoles, d'engagement en fait. Voilà. Alors avant de faire le pont entre ton rôle de bénévole et l'entreprise, raconte-nous déjà tes débuts en tant que bénévole tout court. D'où ça vient cette envie de t'engager ? Quels sont tes premiers souvenirs dans le domaine ? J'avais 11 ans, 10-11 ans à peu près, quand mon père était membre d'un comité directeur en fait, d'un club d'omnisport. Et ce club d'omnisport participait en fait à l'organisation du marathon de Paris. Et donc, à ce titre-là, le club avait besoin de bénévoles et en l'occurrence faisait appel justement aux différents adhérents du club, mais également du coup aux enfants éventuellement des adhérents. Et c'est comme ça que j'étais embarqué par mon père et notamment aussi mes sœurs et ma mère à participer à l'organisation du marathon de Paris. Donc c'était en 82-83 où on participait à l'organisation du marathon et pour remettre justement les médailles aux participants à l'arrivée du marathon de Paris. Voilà, donc ça c'était vraiment les premiers prémices, on va dire, du bénévolat, quoi, de mon action de bénévole, quoi. Il y a une histoire de transmission, en tout cas. Exactement. Ça va faire 14 ans que tu es chez Abeille Assurance. Mmh. Quel a été ton point de départ en matière d'engagement, cette fois-ci au sein de l'entreprise ? Est-ce que tu t'es réveillé un jour et tu t'es dit « Hey, si je donnais un peu de mon temps pour telle ou telle cause, mais cette fois au boulot ». Comment s'est fait le cheminement ? Alors, le cheminement s'est fait en plusieurs temps, on va dire. Mais le premier véritable engagement bénévole a été plutôt aux alentours de 2017 à peu près, à l'époque où on a créé justement une communauté sous l'impulsion de Sylvie Chartier-Godet,
Et donc, la communauté Égalité Pro a été créée à ce moment-là. Et ça me paraissait important, moi, de m'engager sur ces valeurs-là, de l'égalité professionnelle homme-femme au sein de l'entreprise, qui était un sujet très prégnant, on va dire. Et je me sentais, en tout cas, concerné. Et surtout, j'avais cette envie de faire avancer le sujet en interne, quoi. Voilà. Donc, et c'est pour cette raison-là que je me suis un peu plus engagé. Donc, alors l'idée de cette communauté, c'était pas de se substituer en fait à ce qui se fait et au sujet qui était traité par les partenaires sociaux avec les services des ressources humaines, mais c'était plutôt de venir en plus, c'est-à-dire de traiter des sujets comme à l'époque, on a signé justement la charte Stop au sexisme ordinaire avec des engagements de la part de la société à agir et à réaliser justement des actions en fait en interne sur ces différents sujets. C'est comme ça qu'on a tourné, par exemple, avec la troupe de théâtre de l'époque, justement quelques scénettes sur des scènes de vie vécues, a priori par des collaboratrices au sein de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on a engagé un peu les choses de manière justement à sensibiliser que ce soit les managers, mais également les salariés, pour dire on est conscient de ce qui peut se passer dans les entreprises d'une manière générale et éventuellement dans notre entreprise aussi. Et l'idée, c'est que les gens percutent un peu là-dessus et à travers ces scénettes qui ont été tournées par des salariés, c'était d'interpeller et de faire réfléchir aussi les salariés sur ces sujets-là, quoi. Voilà. Tu parlais des actions, il y a eu la course sine qua non également contre les violences faites aux femmes. Tout à fait. Il y a 2 ans, on a participé justement à cette première édition, en tout cas la première édition pour Abeille Assurance. Et cette course a un message bien précis, c'est de dire, en gros, nous, en tant que femmes et nous, en tant qu'hommes alliés justement à cette cause, c'est que les femmes peuvent courir dans n'importe quel lieu, dans la tenue qu'elles souhaitent, sans être embêtés par qui que ce soit et de pouvoir pratiquer leur sport en toute sécurité, quoi. Voilà, et en toute sérénité. Il y a quelques semaines, tu as remis un chèque à la Maison des Femmes à Saint-Denis, tout à fait. Accompagné de la troupe de théâtre dont tu as parlé il y a quelques instants et dont tu fais partie toi-même. Tu nous en parles un petit peu ? Oui, alors cette troupe de théâtre a été fondée il y a une dizaine d'années par un salarié et donc elle perdure maintenant depuis 10 ans et effectivement chaque année en fait on joue une pièce qui est choisie en collaboration avec la metteuse en scène qui est une metteuse en scène professionnelle et comédienne professionnelle et c'est surtout un rendez-vous attendu justement par les salariés chaque année. Très apprécié par les salariés. Très apprécié. Il y a au moins 4-5 représentations. Exactement. Et c'est ça le comble à chaque fois. Voilà, on a 5 représentations. On fait en général 4 représentations en fait sur site et une représentation dans un petit théâtre parisien. Et là, pour le coup, on se prend un peu pour des professionnels pendant cette représentation. Mais ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est qu'on a en tout cas l'impression d'apporter un lien social et véritablement, je dirais, une certaine fierté à faire ça. Et je pense que les salariés ont une certaine reconnaissance aussi par rapport à cela. D'autant plus qu'on joue chaque année pour une association. Et donc, cette année, effectivement, enfin, en 2024, on a joué pour la Maison des Femmes. Et on a pu remettre, grâce aux dons des salariés, lors de ces représentations, on a pu récolter, je crois, 2800 € à peu près, qui est un record depuis qu'on joue. Et on a remis ce chèque avec une partie de la troupe à la Maison des Femmes, et ce qui va permettre de financer des programmes à destination justement des femmes qui sont victimes de violences, puisque la Maison des Femmes œuvre principalement là-dessus. Voilà. Allier plaisir de jouer et plaisir de donner. En voilà une belle démonstration. C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait que la gentillesse est le meilleur indicateur de bien-être et de plaisir d'exister. Autre facette de ton engagement, tu es connu pour ton fort soutien auprès de l'association Laurette Fugain. Pourquoi cette association en particulier ? Mon engagement vis-à-vis de cette association date de 2002. C'était un peu par hasard. Je regardais une émission à l'époque de Marc-Olivier Fogiel qui passait sur la 3. Et Stéphanie Fugain, donc la femme à l'époque de Michel Fugain, passait à l'émission puisqu'elle venait de perdre justement sa fille en fait d'une leucémie. Donc, il s'appelait Laurette en l'occurrence. Et lors de cette émission, Stéphanie Fugain dit donc on a créé une association et l'objectif de cette association, c'est d'informer véritablement le public sur la nécessité d'aller donner son sang, d'aller donner ses plaquettes, de s'inscrire sur la liste des donneurs de moelle osseuse, puisque en fait il y a un réel déficit en France, un réel déficit d'information d'une part,
mais un réel déficit aussi de donneurs, quoi. Et elle précisait notamment lors de cette émission que le besoin était, on va dire, concerner toutes les couleurs de peau. Voilà. Et là, à l'époque, je jouais dans un club de foot. J'étais joueur, dirigeant, enfin bref, voilà, bénévole toujours. Et, bénévole un jour, bénévole toujours, tu penses? Ouais, pour toi, oui, en tout cas. Oui, en tout cas pour moi, oui. Après, voilà. Et à ce moment-là, ça fait tilt. Et à ce moment-là, ça fait tilt. Et je me dis, mais en fait, dans le foot, ça peut permettre de fédérer une équipe autour de valeurs qui dépassent justement le foot, le sport et la passion commune, on va dire. Et en même temps, de faire, entre guillemets, une bonne action, mais c'est surtout de sensibiliser justement des hommes de toutes les couleurs, puisque dans le foot, il y a de toutes les couleurs qui sont représentées, et de se dire, tiens, on va mettre ça en place. Et donc, c'est ce qu'on a mis, avec les dirigeants du club, on en a discuté. Et très vite, on a décidé de contacter, bien entendu, l'association et en leur proposant nos services. Et c'est comme ça que, dans un premier temps, ils nous ont donné des plaquettes d'informations qu'on distribuait en fait à toutes les équipes et lors de nos rencontres. Donc, chaque joueur avait une plaquette d'informations et la donnait justement aux joueurs adverses, au corps arbitral, aux dirigeants adverses, etc. Ensuite, on a floqué le logo de l'association sur nos maillots, nos survêtements, etc. Et ensuite, on a organisé aussi des campagnes de dons en groupe dans les centres EFS pour les donner notre sang, quoi. Voilà. Et enfin, on a terminé avec d'autres actions, puisque chaque année, le partenariat, entre guillemets, se renforçait, et c'était d'aller donner, d'inviter, des enfants malades, en fait, des enfants en cours de traitement, à venir visiter les installations du centre technique national de football, où s'entraîne l'équipe de France, et à venir passer une journée avec nous. Et non seulement on voyait la joie des enfants, en fait, à pouvoir participer à cette journée-là, qui était exceptionnelle pour eux, mais en même temps, on voyait aussi l'impact que ça pouvait avoir aussi sur les joueurs, sur les copains, en fait. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension compétitive et ça moins dépassait forte. complètement le stade du foot, en fait, et de la passion commune. On était vraiment dans une relation humaine, en fait, hyper forte. Voilà. Et pour en reparler avec les joueurs des années après, ils se souviennent de tout cela. Et c'est surtout que ça a permis de sensibiliser véritablement en profondeur ces gens-là, qui aujourd'hui, maintenant, donnent leur sang régulièrement ou sont inscrits sur la liste des donneurs, etc. Voilà, c'était un vrai plus, quoi. Voilà. Alors, comment on installe cette cause ensuite chez Abeille Assurance? Alors, comment on l'installe? Eh bien, c'est aussi une histoire de rencontre, quelque part, puisque à l'époque, j'avais discuté un peu avec Thibaut de Saint-Simon, qui faisait partie de la RH, enfin, pas de la RH, de la communication, pardon, et je lui en ai parlé une première fois, très facilement. Enfin, j'ai ressenti qu'il n'était absolument pas obtus contre ce sujet-là, enfin sur ce sujet-là. Bien au contraire, puisque sa femme était infirmière, donc du coup, il était bien sensible à la cause. Infirmière chez AB Assurance? Non, infirmière à l'extérieur, en fait. Voilà. Mais j'imagine que tu as dû faire le pont ensuite avec le service médical de chez AB Assurance. Exactement. Et donc, du coup, j'avais aussi, j'en avais parlé un peu en amont aussi avec les infirmières d'AB Assurance qui m'avaient dit, on en a déjà effectivement parlé, mais ça ne s'est pas fait, mais peut-être qu'on peut essayer de le faire. Ce n'est pas parce que ça ne se fait pas à un moment que ça ne peut pas se faire à un autre moment. Donc, du coup, hop, on a agi un peu de concert avec les infirmières aussi, sachant qu'on avait un écho aussi favorable de la part de Thibaut. Et aussi, on a rencontré également Magali Vachet, qui à l'époque s'occupait notamment de la journée de solidarité. Et du coup, on a un peu tâté le terrain auprès de Magali, tout en sachant qu'on arrivait aussi en terrain favorable sur ce sujet-là. Ça s'est fait finalement très rapidement, c'est-à-dire que la société a décidé de permettre le don de plaquettes et que ce don-là soit éligible en fait à la journée de solidarité. Donc ça a été un grand pas, puisque il faut savoir que le don de plaquettes ne peut se faire que sur rendez-vous et à l'extérieur dans un centre EFS, un centre de l'établissement français du sang, pardon. Et du coup, ça a permis justement à quelques collaborateurs d'aller faire ces dons de plaquettes qui sont indispensables aujourd'hui, qui peuvent permettre de sauver des vies. Donc voilà, donc ça s'est mis en place assez rapidement. Et donc maintenant, ça doit faire une dizaine, enfin peut-être pas un peu moins d'une dizaine d'années que c'est en place, mais en tout cas, le dispositif existe. Voilà. Et avec Thibaut de Saint-Simon, vous avez mis en place un Midi de la Connaissance. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, un Midi de la Connaissance, c'est une conférence dans laquelle on invite une personnalité, connue ou pas connue d'ailleurs, sur un sujet spécifique. Tu m'en parles de ce moment-là? Oui, alors c'était un moment qui était chargé en émotions, autant pour moi que pour l'assistance.
et sous les couleurs de l'association. Et il faut savoir que chaque année, ils organisent en fait véritablement un dispositif bien spécifique lors du marathon de Paris. C'est-à-dire qu'on court à ce moment-là pour un patient et ensuite, on vient remettre une médaille, la médaille du marathon, aussi aux patients qui symbolise un combat commun, quoi. Voilà. Et donc, c'est lors de ce dispositif-là que j'ai pu rencontrer, moi, un patient avec lequel j'avais énormément sympathisé, bon, malheureusement qui est parti d'une leucémie, justement. Et je lui avais demandé s'il souhaitait et s'il acceptait de témoigner dans le cadre d'une action de sensibilisation auprès de l'entreprise et auprès des salariés de l'entreprise. Et il m'avait dit, mais oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, etc. Donc, on a organisé une conférence. Et bon, malheureusement, mon ami, patient en l'occurrence, n'avait pas pu se déplacer. Donc, on avait fait le témoignage en fait par téléphone. Et donc, il a fait part de ce qu'il vivait. Ton histoire. De son histoire, de ce qu'il vivait, de la nécessité impérieuse de donner son sang, de donner ses plaquettes et surtout le bien que ça lui faisait, lui, quand il recevait une transfusion justement de plaquettes quand il est en cours de traitement. Et il a remporté l'adhésion en fait, de l'ensemble des salariés qui ont assisté à cette conférence, quoi. Et donc, ça a été énorme en termes d'impact. Je sais que il y a eu beaucoup d'émotions de la part des salariés sur le sujet. Oui, c'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible, mais en même temps, c'est un sujet, j'ai envie de dire, c'est du civisme aujourd'hui, quoi, d'aller donner son sang, d'aller donner ses plaquettes, etc. Il faut savoir qu'en Allemagne, par exemple, le don de plaquettes n'est pas forcément gratuit, c'est-à-dire qu'ils sont rémunérés pour ça, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu plus de donneurs, en fait, en Allemagne, notamment. Chez nous, en France, c'est gratuit et du coup, on a un gros déficit. Alors, je ne discute pas du tout la notion de gratuité, bien au contraire, c'est super, c'est génial, mais je pense qu'il y a un problème d'information simplement en France. Les gens s'engagent parce qu'ils se sentent concernés à un moment donné, parce qu'ils sont concernés à un moment donné. Alors, je ne veux pas passer pour le petit ange, etc. Hein, c'est pas ça du tout le propos ou l'idée. C'est simplement de se dire, on peut s'engager sans être pour autant concerné directement par l'affaire, parce que de toute façon, chacun peut donner. Ça peut être donner de l'argent, donner de son temps, peu importe, mais les associations en ont impérativement besoin. Quoi, tu vois, voilà. Est-ce que c'était déjà arrivé de faire face à des personnes pas vraiment motivées à te suivre dans ton engagement, justement, voire à la limite un peu dédaigneuses, genre, ouais, enfin, t'es gentil, mais avec tes bonnes actions, moi, j'ai pas que ça à faire. Alors, je ne l'ai pas eu directement comme ça. Oui, aussi brutalement. Tu le sens. Je te le fais un peu... En fait, voilà. Ouais. Je ne l'ai pas eu par la parole. On sent tout de suite les personnes qui ne sont pas forcément... Enfin, qui ne se sentent pas concernées, quoi. Voilà. Ou alors, peut-être qu'ils sont engagés par ailleurs, etc., et qu'ils n'ont pas forcément le temps pour d'autres choses. Ça peut se comprendre aussi, hein, d'ailleurs. Et on se dit, c'est pas grave. L'important pour moi, c'est si j'arrive déjà à embarquer au moins une personne, j'ai réussi, quoi. Tu vois, voilà. Donc, c'est vraiment la stratégie des petits pas. La gentillesse, parlons-en quelques minutes. En faisant mes recherches, je suis tombée sur des articles au titre assez révélateurs. À quoi bon être gentil ? Faut-il être gentil au travail ? Alors, sans être manichéen et se laisser aller à la facilité de dire qu'il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, la vie c'est pas un Disney, toi t'y crois à l'adage « trop bon, trop con ». En d'autres termes, jusqu'à quel point peut-on être gentil sans se faire écraser ? Ah, tu t'y attendais pas, celle-là. Je m'y attendais pas du tout à cette question-là. Écoute, moi j'ai envie de dire que la gentillesse peut, pour moi, être un plus. Voilà, je vois plus comme une qualité qu'un défaut. Ça permet de faire avancer les choses. Alors peut-être que parfois, il vaut peut-être mieux montrer un peu plus les dents pour faire avancer peut-être des sujets plus rapidement. Mais être gentil, ça n'empêche pas d'être affirmé, voilà. et de s'affirmer et de se battre, voilà. Malgré tout, pour des choses auxquelles on croit. Exactement. Et donc, dans le monde du travail, je suis assez partagé sur ce sujet-là. En tout cas, moi, j'essaye d'être comme je suis, donc avec mes qualités et mes défauts. Alors, je ne suis pas forcément quelqu'un de très saignant, on va dire. Je pense avoir des valeurs et je fais avec ces valeurs-là, quoi. J'ai un petit clin d'œil au passage. Ramassez une abeille par gentillesse et vous apprendrez les limites de la gentillesse. C'est un proverbe soufi. Et il est vrai que dans un monde ultra compétitif et cynique que peut être l'entreprise, être le gentil de service peut être vu comme dévalorisant. Mais c'est absurde, non ?
Voltaire considérait la gentillesse comme un signe d'intelligence. Peut-être qu'un soft skills comme la gentillesse mériterait d'être développé dans les objectifs annuels. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Être gentil a des bienfaits sur la santé, c'est prouvé. Ça stimule des hormones du bonheur, on est moins stressé, les chances d'une vie plus longue sont augmentées. Et je l'ai moi-même expérimenté avec mes filles à l'occasion des boîtes solidaires qu'Abeille Assurance organise chaque année. Le concept, pour la faire courte, une boîte dans laquelle on met des objets de première nécessité pour des sans-abri. Savon, aliments, vêtements chauds. Et cette année, j'ai intégré ma plus petite qui a 6 ans. Eh bien, ça l'a rendue vachement contente. J'ai bien vu que ça avait planté une petite graine, indéniablement. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour commencer. Tu as une fille aussi. Tout à fait. Tu lui en parles de ce que tu fais ? Complètement. Parce qu'on parlait de transmission tout à l'heure. Oui. Par ton père. Oui. Maintenant, parce que c'est toi aussi qui joues ce rôle-là avec ta fille. Et complètement. Alors, tu parles de la boîte solidaire. J'ai fait de même avec ma fille et elle adorait en fait et voilà. Puis je le fais aussi du coup avec l'association Laurette Fugain et elle me pose des questions. Mais l'autre fois en fait elle m'a dit tiens papa, je voudrais faire une annonce là pour dire il faut aller donner son sang et tout ça. Et donc elle a commencé à rédiger sur ordinateur en fait l'annonce. Génial. Et pour la donner justement à la directrice de l'école. Trop fort. Voilà. Donc elle me dit papa tiens tu pourras me l'imprimer parce qu'il faut que je la donne à l'école la semaine prochaine. Voilà, donc je pense qu'elle est ferrée, on va dire. T'as perdu tes filles. Voilà. Alors pour revenir à l'altruisme, par les temps qui courent, il est quand même bon de pouvoir compter sur des personnes qui font avancer la société, qui font bouger les lignes et de façon positive. Et j'en arrive à la fondation Abeille Assurance, fondée fin 2024. Son rôle, lutter contre la précarité des étudiants, avec 3 combats clés. L'accès à l'emploi, à l'alimentation et au logement. Tu es secrétaire général de cette fondation. Et tu as été toi-même étudiant il n'y a pas si longtemps que ça, car à 54 ans, oui, mesdames et messieurs, tu as repris tes études pour consolider ton parcours et monter une marche de plus dans l'escalier du bénévolat, en faire ton métier. Ça, c'est fort quand même. Alors, si je peux me permettre de corriger, à 52 ans, j'ai repris mes études. Oui, et j'ai été diplômé à 54. Que tu as été diplômé. Pardon, c'est vrai, ça se fait sur 2 ans. C'est pas, oui, voilà, c'est ça. C'est sur 2 ans, c'est une formation sur 2 ans en cours du soir. Bon, ça faisait un moment que j'avais ça en tête, en fait, de me dire, tiens, il faudra peut-être que si j'ai envie d'évoluer, etc., il faudra que je repasse par la case études. En 2022, je me suis décidé à passer ce diplôme d'exécutive MBA de management général à l'IAE de Paris, Sorbonne. Et c'est une organisation personnelle, familiale et aussi professionnelle. Ouais, il fallait mener de front tous ces aspects-là. Exactement. C'est lors de ces 2 années où, pour le coup, on avait une matière qui était parcours professionnel, qui nous aidait un peu à réfléchir sur ce qu'on souhaitait ou ce qu'on allait faire de cette formation ou de ce diplôme après. Je suis assez engagé dans le domaine associatif, j'aimerais bien travailler dans le domaine associatif, mais en même temps, j'étais très bien chez Abeille et je me disais, tiens, si je peux essayer de trouver une fonction au sein d'Abeille qui permette de réunir justement ces deux choses-là, ça serait génial. Et il s'est avéré que un an, pratiquement au terme de ma formation, c'est-à-dire aux alentours du mois d'avril 2024, sort l'annonce de secrétaire général de la fondation, voilà, de la nouvelle la future fondation. Et donc là, je me suis dit, il y a un signe. En même temps, j'y vais pas. Est-ce que je vais être pris? Peut-être qu'ils cherchent quelqu'un d'expérimenté, etc. Bon, je me dis, de toute façon, je ne veux pas avoir de regrets. Je postule et on verra bien. Bon, c'est ce que j'ai fait. J'ai postulé. Par chance, j'ai été pris. Alors, je pense que, très franchement... Il n'y a pas que de la chance. Hein. Mon parcours... Ouais, ton expérience, ton engagement, déjà, c'était déjà tes belles quoi. Et ça jouait pour ma pomme, on va dire. J'ai eu la chance que Abeille Assurance, en l'occurrence, me fasse confiance et me confie effectivement ce poste-là. Voilà, donc c'est génial. Alors, fun fact, je dirais même crazy fact, et tu sais que c'est vrai, parce que je te l'ai montré pas plus tard que ce matin, un livre sur lequel je suis tombée. Un livre de Patrick Mercier, Le pouvoir de la bénévolence, aux éditions We Love Books. Qu'est-ce que c'est la bénévolence? Eh bien, c'est le pendant de la bienveillance, mais au service des marques. Et Patrick Mercier dit d'ailleurs dans son livre,
Si vouloir être utile et responsable est une utopie, alors probablement que la bénévolence est une utopie. Est-ce que toi, tu penses que la Fondation Abeille Assurance est une utopie ? Je vais te dire que non. Oui, je me doute, mais j'espère. Non, c'est pas J'attends une plus. utopie, bien au contraire. Alors, la Fondation, là, est engagée justement pour les 5 prochaines années. On a la chance d'avoir un conseil d'administration énorme, que ce soit au niveau des personnalités externes que des personnalités internes, puisqu'il y a 10 salariés qui font partie, effectivement, qui composent ce conseil d'administration. Et puis 5 personnes de l'externe, alors avec donc notre présidente Frédérique Vidal, qui est l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que je me retrouve avec l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur, alors que moi, j'en sors là depuis peu. Et j'ai eu du mal à y arriver, en fait, si tu veux, il y a des années de ça. Donc, c'est assez... je trouve que le message, il est assez intéressant. Un petit signe de la vie, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un petit signe de la vie. Donc non, c'est pas une utopie, ça correspond à un réel besoin aujourd'hui. Abeille Assurance a décidé de créer cette fondation sous l'impulsion notamment de Philippe Michel Labrosse, parce qu'il y a une réelle nécessité. Si on interviewait aujourd'hui Frédérique Vidal, je pense qu'elle confirmerait effectivement les choses. Je pense que nous, on va pouvoir apporter notre pierre à l'édifice sur ces 3 thématiques, et c'est surtout qu'on va pouvoir engager aussi les salariés. Et on va pouvoir développer des missions de bénévolat. Voilà. Il y a des choses concrètes déjà qui ont été mises en place. Exactement. Donc Je pense à une remise de PC, d'ordinateur, pour justement combler ce manquement numérique chez les jeunes. Exactement. Et il va y avoir d'ailleurs une deuxième action dans le courant du mois d'avril, où on va continuer justement à remettre centaines de PC à des étudiants qui ont cette problématique-là. Une collecte alimentaire aussi ? Avec Paris 8. Voilà, à Paris 8, de la collecte alimentaire et de la distribution alimentaire, de la participation justement des salariés à des distributions alimentaires. Là, ça va arriver justement dans le courant du mois de mars et du mois d'avril. Et aussi, alors ce qui est important, c'est qu'on a signé aussi un partenariat avec une association, qui est l'association Copain en l'occurrence, pour ouvrir 2 nouvelles antennes au Mans et à Tours. Ça va permettre à environ entre 200 et 300 étudiants de recevoir des colis alimentaires toutes les semaines. Parce que là, sont concernés Paris, Marseille ? Alors, on a effectivement Paris et Marseille, avec 2 associations, en fait. Donc, on a Copain d'une part, et puis Linky, d'ailleurs. Et voilà, mais on va avoir plein d'autres choses, certainement, qui vont arriver. Avec notamment, on a une campagne d'appel à projets aussi qui va démarrer au mois de mars. Donc là, on va recevoir, on l'espère, de nombreux projets. Et ce qui va nous permettre aussi d'impliquer les salariés, puisque les salariés vont pouvoir participer à être membres du jury, des jurys qu'on va composer. Et on en a déjà qui ont répondu, et on espère en avoir encore d'autres qui vont répondre favorablement à cette invitation pour évaluer les projets. Et voilà, donc on est... et en mettre en place d'autres de nouveaux. Et on va en mettre en place d'autres de nouveaux par la suite, oui, tout à fait. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore franchi ce pas du bénévolat et qui pourtant voudraient s'engager, et c'est possible déjà ici de le faire chez Abeille Assurance, puisqu'on nous offre une journée par an à consacrer à une association. Mais toi, Jean-Philippe, quel serait ton conseil pour quelqu'un qui veut s'impliquer d'une quelconque façon en entreprise ? Par quoi on commence ? On commence par en parler autour de soi, parce que je pense qu'autour de nous, on en a pas mal. Il y a pas mal de salariés, je suis quasiment sûr, qui sont déjà engagés dans des associations, etc. Donc ça, c'est déjà un premier pas, c'est d'en parler autour de soi. Et puis 2, avec l'existence effectivement de cette fondation, notamment, on est en relation avec pas mal d'associations qui recherchent forcément des bénévoles. Donc là, du coup, on peut faire aussi de la mise en relation justement avec ces associations pour faciliter et générer cet engagement souhaité par certains salariés. Oui, tout à fait. Alors en conclusion, si vous voulez être heureuse et heureux, donnez. Donnez du temps, partagez des compétences, donnez du sang si vous le pouvez. Des cheveux, votre sueur dans des courses caritatives, mangez des coquillettes de jambon si ça peut aider les étudiants. Ceux qui savent, savent. Et tant pis si ça paraît bisounours et gnangnan, car à la fin, il n'est pas question qu'il n'en reste qu'un. Et je finirai par ce message personnel à tous les fleuristes qui ont déjà tout compris. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Merci Jean-Philippe. Merci Alicia. Quant à nous, on se dit à bientôt dans un nouvel épisode de Yaka. Vous venez d'écouter Yaka, un podcast proposé par Abeille Assurance.